Bon, du coup, on va peut-être y aller. Oui, Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Elinor et du coup, je travaille avec Michel Laura. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous présenter le webinaire sur reconnaître ses peurs et s'en servir de guide. Donc, comment on va procéder? Donc, ce sera Michel Laura qui prendra la parole tout au long du webinaire pour vous expliquer ce que c'est les peurs et puis pour aussi interagir avec vous. Donc, je ferai défiler un diaporama et si vous avez la moindre question, vous pouvez lever la main du coup sur l'outil Zoom et ensuite on pourra répondre à vos questions. Donc voilà. Bon, je te laisse y aller, Michel, du coup. merci Elénor. En, en préparant cette vidéo, il faut savoir que c'est la première fois qu'on fait un travail de ce type. Ce qui m'est venu à la place de reconnaître ses peurs et s'en servir de guide, c'est plutôt n'ayez pas peur de la peur. Par exemple, là, nous, on se lance dans quelque chose de nouveau. C'est normal qu'il y ait un peu d'appréhension, mais c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour être vigilant, tester, puis voir ce que ça donne. Et mon objectif, c'est qu'après cette 1 heure et demie, on va passer ensemble, 1 heure et demie, non, 2 heures, hein, c'est 2 heures, c'est ça? 1 heure et demie. 1 heure et demie, Une heure et ouais. demie. Oui, 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. 1 heure et demie, c'est que vous arriviez à avoir moins peur de la peur. Sachez l'utiliser. Alors, comment on va procéder? Je vais vous donner un tout petit peu d'informations sur moi, parce que peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Et puis après, je vais vous permettre d'expérimenter pour que ça soit concret ce qu'on va faire, en vous proposant quelques exercices. Et ensuite, je partagerai avec vous des connaissances ou des outils, des process qui peuvent vous aider à fonctionner avec les peurs, à tirer parti des peurs. Voilà. Et puis, il y aura un temps, si vous avez des questions à la fin, voilà, pour répondre à vos questions. Alors, d'abord, un peu d'infos sur moi. Juste vous rappeler vous indiquer qu'au départ, moi, j'ai une formation d'ingénieur de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Mais assez vite, j'ai quitté le service public et j'ai créé Groupe Intervention Innovation en 81 avec mon épouse de l'époque. Notre idée était de dire, quand même, quand on connaît un certain nombre de choses, dans la société qui a des transformations de plus en plus rapides, et en 80 c'est déjà pas mal, mais alors maintenant c'est encore pire, quand on connaît un certain nombre de choses, ça permet de mieux se situer dans tout ce qui bouge et d'éviter d'aller dans des situations trop compliquées, trop merdiques, ou quand on est dedans, de pouvoir s'en sortir plus facilement. Voilà, et on a mis en place tout un cycle de développement et qui fait donc 5 niveaux et que j'améliore en permanence. Ça, c'était pour vous donner quelques informations sur nous. Maintenant, je vais vous demander de faire la chose suivante, c'est de prendre quelques instants et de noter, j'espère que vous avez de quoi noter, j'ai peur de, et de laisser venir ce qui vous vient quand vous avez cette idée, j'ai peur de, et vous laissez venir peut-être une dizaine de points, j'ai peur de. Sans vous censurer, sans ordre d'importance, vous laissez sortir ce qui vient. J'ai peur de. Et là, dès que quelqu'un en a 10, il trouve le moyen de nous le signaler et je vous poserai la question suivante. OK. Et là, toujours en laissant venir, je vous invite à noter, à compléter la phrase « Je n'ai pas peur de ». Et là, vous laissez venir 4-5 éléments. Je n'ai pas peur de. Et maintenant, je vais vous inviter à comparer ces deux listes et
à vérifier si vous faites un constat particulier. En regardant ces deux listes, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Michel, je vais juste Oui, enlever le partage du diaporama le temps que tu continues sur cet exercice. Ça te va? oui, oui. Comme ça, je peux voir les questions-réponses. OK. Alors, je vais là vous indiquer quelque chose qui peut être intéressant, c'est que globalement, comme vous le savez peut-être, hein, notre mental ne fonctionne pas en négatif. Donc, quand je mets je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur des accidents, je n'ai pas peur de sortir sans mon autorisation, non, ça, c'est pas bête. Euh, si vous avez des choses comme ça, c'est qu'il est possible que derrière, il y ait une peur. Et je vous rappelle à ce moment-là la notion de conscient et d'inconscient. Quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que dans notre tête, nous avons régulièrement des phrases qui viennent des pensées que nous avons. Alors, les neurosciences disent à peu près 50 000 pensées par jour. Je ne sais pas comment ils ont fait pour relever ça, mais c'est énorme. Et dont la plupart ne sont pas conscients. Et ce qui veut dire que là, une première différence à faire, c'est qu'il y a des peurs très conscientes que vous avez, et puis il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas conscientes, et on va voir que ça joue aussi sur votre mode de fonctionnement. Vous retenez ça parce que ça va nous servir à la fin dans les exercices de libération. Alors maintenant, je viens directement sur une information essentielle par rapport à la peur. Une distinction à faire. Il y a deux catégories de peur. Une première catégorie de peur, c'est la réaction par rapport à un danger réel. Vous êtes en voiture et d'un seul coup, les feux de la voiture qui vous précède passent au rouge et ralentissement. Naturellement, vous allez avoir un réflexe d'appuyer sur votre frein. Et ça, c'est le corps qui se mobilise pour vous protéger. Et c'est grâce à ce mécanisme-là qu'on est là aujourd'hui, parce que nos ancêtres étaient très, très sensibles à ça, et donc ils ont pu, face au danger, chaque fois prendre des protections. Là, la réaction, c'est soit j'attaque, si en face de moi il y a un danger que j'estime plus faible que moi, soit je prends mes jambes à mon cou et je me tire, soit éventuellement je me planque quelque part. Ça, c'est des automatismes qui sont liés à une peur réelle. Et ça, cette peur-là est assez opérationnelle. Vous allez retirer de l'argent dans une banque, si vous avez quelqu'un qui est en face de vous avec encore en ce moment c'est fermé, mais quelqu'un qui a une cagoule et un fusil à canoncier, avoir peur à ce moment-là, c'est normal, il y a un danger, et là, ça demande de la protection. Mais ce qui se passe, surtout en ce moment, c'est des peurs euh, qui ne sont pas immédiates, mais liées soit à notre passé, des choses qu'on a enregistrées comme dangereux et qu'on va projeter dans la situation présente, dit autrement, à des histoires qu'on se raconte. Et ça, le mental, notre mental, est assez doué pour partir à nous raconter des histoires. Là, normalement, je ne sais pas où vous êtes, mais si vous êtes chez vous, tranquille, en train de regarder ce webinaire, il n'y a aucune raison que vous soyez sous l'emprise de la peur, sauf si vous commencez à vous imaginer des choses. Je vous rappelle au passage que le mental ne fait pas la différence entre la réalité, ce que vous voyez en face de vous, et puis les images que vous mettez dans votre tête. Ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose à retenir parce que quand vous commencez à écouter des informations devant votre télé ou quand on commence à égrener le nombre de morts dans la journée,
vous n'êtes pas en danger, mais ce type d'information va avoir une influence sur votre ressenti et c'est maintenant assez prouvé que ça a une influence sur votre, y compris votre système immunitaire. Donc, une première chose, évitez de gamberger ou de partir dans des situations qui vous créent de la peur inutilement. Par contre, et on l'utilisera tout à l'heure, on peut même le faire maintenant déjà parce que ça vous mettra en bonne condition. Je vous invite à retrouver une situation, un souvenir où vous étiez particulièrement bien, confiant, serein. Un moment où vous étiez particulièrement bien. Je vous laisse retrouver un peu ce moment, ce souvenir. Ceux qui ont déjà travaillé avec nous ont l'habitude de faire ça. Et je vais vous demander de prévoir un petit geste assez discret que vous allez pouvoir faire. Par exemple, moi, je fais cette petite boucle-là, entre le pouce et l'index. Et une fois que j'aurai fini de parler, là, on va faire l'exercice suivant. Enfin, je vous accompagnerai. Vous allez vous replonger dans le souvenir où vous étiez particulièrement bien, confiant, serein. Et vous vous laisserez revoir ce que vous avez vu à l'époque avec un maximum de détails, ce qu'il y avait autour de vous, en face de vous. Vous laisserez éventuellement, vous vous laisserez entendre les sons, s'il y avait des sons, des gens qui parlaient ou une ambiance particulière. Pour ceux qui sont les plus proches de leur ressenti, vous pourrez même laisser venir les odeurs, s'il y avait des odeurs. Et le fait de faire cette représentation simplement dans votre tête, à un moment donné, progressivement, vous allez vous ressentir aussi bien que quand vous l'étiez dans la réalité. Et à ce moment-là, vous allez faire votre petit geste. On appelle ça une encre. Hein. On utilise consciemment la Madeleine de Proust, hein, où ce geste-là va être en liaison avec votre état de bien-être. Et plus vous le faites, plus vous allez vous ressentir dans cet état. Et ça peut vous être utile quand vous sentez que vous êtes dans une situation où vous commencez à être décentré, comme on verra tout à l'heure. Donc là, on va le faire et comme ça, vous aurez ça à votre disposition. Je vais vous accompagner pour la première fois et puis vous le ferez 2 fois à votre rythme. C'est-à-dire une fois que vous serez remis dans cette situation, vous aurez posé votre encre, vous reviendrez, vous ouvrirez les yeux, à nouveau vous fermerez les yeux, dans le souvenir, refaites votre encre, vous ouvrez les yeux et à nouveau vous le faites encore une fois. Alors, on le fait pour la première fois, je vous accompagne, donc je vous invite à fermer les yeux, à vous replonger dans cette situation où vous étiez particulièrement bien, serein, en confiance. Et vous pouvez laisser revoir ce que vous avez fait à l'époque, avec un maximum de détails. Vous laissez entendre les sons, s'il y en avait. Sentir les odeurs. Et au moment où vous commencez à ressentir à nouveau cet état de détente, de sérénité, hop, vous posez votre encre, vous faites votre petit geste. Vous ouvrez les yeux et à nouveau, à votre rythme, vous refaites 2 fois cet exercice. Je vous laisse le temps de le faire. Ok, c'est bon pour vous. Plus vous faites cet exercice, plus vous allez facilement créer un circuit où vous pourrez vous sentir bien.
on va voir qu'une des caractéristiques de l'être humain, quand on dit quelqu'un il est humain, souvent on associe le côté bonté. Mais en fait, ce qui semble le plus important, c'est être humain, c'est avoir la capacité de choisir. C'est-à-dire dans une situation, vous pouvez soit choisir le côté inquiétude, le côté merdique, et si vous le choisissez, vous allez nourrir ça. On va voir que par habitude, des fois, on peut très souvent aller là-dedans. Et l'autre aspect, c'est au contraire de choisir ce qui est plutôt l'acceptation de ce qui se présente, de choisir la créativité, plutôt la joie, le plaisir, le bien-être. On a cette capacité-là, sauf que la plupart du temps, on l'a oubliée, où on va donner à l'extérieur cette possibilité qu'on a. Alors, on va progressivement aller expérimenter ça. Là, je vais vous demander de qu'est-ce qu'il y a, et de le noter, là vous le noterez, qu'est-ce qu'il y a pour vous de particulièrement intéressant dans la situation globale qu'on est en train de vivre, dans la situation que vous vivez en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors Michel, je t'interromps juste 5 minutes parce qu'on a eu des remarques donc, par rapport à l'exercice précédent. Donc il y a Oui, Fabrice qui nous disait qu'il avait plus de peur que de non-peur. oui, Donc j'imagine qu'il voulait un retour par rapport à ça. Et aussi Sherazade qui nous disait qu'elle n'arrivait pas à trouver 10 choses qui lui font peur ou pas peur et qu'elle reste bloquée à 5 à 6. Et elle voulait savoir la signification. Du coup, j'en profite juste pour rappeler que vous pouvez lever la main et nous oui. poser des questions et on essaiera de s'interrompre et de répondre à vos commentaires ou à toutes vos questions. Voilà. Alors, le premier qu'est-ce qu'il disait? Que de non-peur. Plus de peur que de non-peur. Et l'autre, simplement, elle disait chez Razad qu'elle n'arrive pas à avoir 10 peurs, c'est ça? C'est ça. Qu'elle reste bloquée à 5 ou 6. Bon, c'est pas la peine de, chez Razad, c'est pas la peine de pousser pour arriver à 10. Hein, j'ai dit 10 pour amorcer la pompe, avec 5 ou 6, ça suffit. Maintenant, plus de peur que de non-peur, dans la situation actuelle, ça peut arriver et on va voir comment, j'espère, à la fin du webinaire, comment on va pouvoir changer ça. Hein. Et justement, ce que je suis en train de vous proposer va vous permettre de commencer à voir comment on peut jouer là-dessus. Et donc, je reviens à la question que vous proposez. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous dans la situation actuelle? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour vous dans la situation actuelle? Alors, si c'était Francis, peut-être Francis peut se dire « mais j'ai rien d'intéressant, etc. » Quand même, s'il y a quelque chose d'intéressant, ça pourrait être quoi? Là, je vous invite à noter une chose, pas la peine de déléguer, d'en trouver 10. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? OK. Une fois que vous avez noté ça, je vais vous demander de faire la chose suivante. Quand vous pensez à ce que vous venez de noter, là, ce qu'il y a d'intéressant dans la situation actuelle, là, par exemple, pour moi, je me dis dans la situation actuelle, mais ça permet de faire un travail de croissance extraordinaire, une rapidité qu'on n'a jamais connue. Bon, si je me mets à penser à ça, si vous vous mettez à penser à ce qui est d'intéressant pour vous dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Notez-le, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, on va aller un petit peu plus loin. Si vous êtes en contact avec ce ressenti, par exemple, pour moi, ça va être, l'exemple, c'est un peu je dirais de l'excitation, une sorte de joie. Et la question suivante, c'est ce ressenti-là, où est-ce qu'il se traduit dans votre corps? Si vous restez avec ce ressenti, essayez de voir où il se traduit dans votre corps. Et on va encore aller un peu plus loin. Si vous restez avec cette sensation-là particulière, dans votre corps,
observer comment elle se manifeste. Est-ce que c'est de la tension? Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est de dilatation? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est fixe? Comment c'est? Je vous invite à noter ça. Alors, Et maintenant, oui, excuse-moi, on a une petite confusion de la part d'Elisa qui demande si la situation actuelle, c'est-à-dire le confinement. ça peut être ça. C'est tout ce qu'elle veut. C'est ouvert. Ok. C'est ouvert, ça peut être ça, la situation, oui, le confinement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le confinement? Deuxième question. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans la situation actuelle? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans la situation actuelle? Et là, peut-être vous pouvez toucher des choses qui vous inquiètent. Et pareil, une fois que vous avez identifié ce qui vous préoccupe le plus, quand vous nourrissez cette pensée, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Et pareil, on va pousser plus loin. Ce que vous ressentez là, où ça se traduit dans votre corps? Alors, c'est des exercices pas habituels, ça. Hein, c'est où vous ressentez ça dans votre corps? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la poitrine? Est-ce que c'est dans les mâchoires? Où est-ce que ça se fait? Tension dans les trapèzes, par exemple. OK, voilà. Et après avoir défini le où, maintenant, restez avec cette sensation et voyez comment, dans votre corps, comment ça se passe. Comment ça fait une fois que vous avez localisé? OK. Et là, je vous invite à faire l'observation, le constat. Qu'est-ce que vous avez observé entre la première situation, le ressenti de la première situation et le ressenti de la deuxième? Normalement, c'est des choses assez différentes. Et là, je vais vous partager avec vous une clé, d'ailleurs qui est juste, je vois derrière sur le tableau, je pense que vous le voyez. Là, j'ai fait, je vais pouvoir me lever, peut-être si ça va le faire, oui, un peu, voilà. J'ai fait un schéma ici, un cercle, où en haut à gauche, j'ai marqué « je pense », en bas ici en rouge, j'ai mis « je ressens », et puis en haut à droite, j'agis. Vous avez pu remarquer que ici, quand je pense à quelque chose qui est intéressant dans la situation actuelle, c'était la question, ça va déclencher un ressenti, et normalement un ressenti plutôt positif, agréable, qui va se traduire d'une façon particulière dans le corps, avec un marquage particulier dans le corps. Si par contre, quand vous avez pensé à quelque chose d'agréable, ça va avoir ici un ressenti, créer un ressenti différent, une sensation dans votre corps différente. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à repérer, c'est-à-dire ce que vous pensez crée un ressenti et qui va éventuellement avoir un impact sur comment vous allez agir par la suite. Là, je viens d'accompagner par exemple des directeurs de magasins leurs magasins sont ouverts hein, à Verdis, là, et il y a un directeur qui me disait moi, je sens
j'ai l'impression d'envoyer mes collaborateurs au casse-pipe. Quand il dit j'ai l'impression d'envoyer mes collaborateurs au casse-pipe, forcément ce type de pensée va créer chez lui une tension. N'importe qui, de la peur, n'importe qui pense ça va ressentir ce genre d'inquiétude. Et là, le fait d'avoir du recul va vous permettre d'être conscient de ça, va vous permettre de repérer quand vous n'êtes pas bien, quand vous sentez de la peur, par exemple, de repérer mais qu'est-ce que je me dis qui fait que je sens la peur. Et si vous êtes assez honnête avec vous-même pour noter ce que vous dites à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que n'importe qui se dit ça peut avoir de la peur, donc du mal après à agir de façon opérationnelle. Par exemple, pour le cas dont je vous parlais, quand il a repéré ça, ici, il a changé sa pensée, et là, on a la capacité, la possibilité de choisir les pensées qu'on va nourrir ou pas. Et là, par exemple, il s'est dit, en fait, en veillant aux normes de sécurité, je permets à mes collaborateurs de remplir avec le maximum de protection la mission qu'il aurait confiée. Et se disant ça, du coup, il se sent ici plutôt calme, rassuré. Du coup, il va pouvoir agir de façon opérationnelle. Vous voyez ce mouvement-là. Je vous indique ça parce que chaque fois que c'est une première façon de traiter les peurs, quand vous sentez que ça ne va pas, ça va être de dire mais qu'est-ce que je me dis là? Et quand vous arrivez à identifier ce que vous vous dites, vous comprenez pourquoi vous ressentez ça. Donc du coup, après, est-ce que je continue à nourrir ça ou pas? Vous avez vu que dans les deux questions que je vous ai posées par rapport à la situation actuelle, si vous vous dites qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette situation, c'est une façon de lire la situation, de porter votre regard, votre perception très particulière, regardez ce qu'il y a d'intéressant. Et quand on est sur ce qu'il y a d'intéressant, il y a des chances que ça crée plutôt ici de l'excitation, de l'envie, un certain plaisir. Vous voyez le truc. Et de même, quand je vous ai demandé, mais qu'est-ce qui vous préoccupe? Il y a de fortes chances que ce que vous avez mis ici, du coup, crée ici plutôt une tension, une inquiétude, etc. Et donc, rien que ça peut déjà vous permettre de jouer avec les peurs plutôt que d'être agi par la peur. Est-ce que, à ce niveau-là, alors, je précise quand même sur le schéma que j'ai donné, vous avez vu au milieu ici, il y a un petit rond vert. Quand vous êtes dans un contexte qui vous convient, que vous êtes avec des gens sympathiques, etc., comme on peut l'être en ce moment, même si on est loin, eh bien, votre énergie est ici au milieu symboliquement, et on peut appeler ça centré. Vous avez une capacité à ce moment-là à penser qui est fluide, un ressenti qui est relativement apaisé, et si vous devez faire ou dire quelque chose, ce que vous allez faire ou dire va être ajusté. Mais dès que vous êtes pris par la peur, il y a quelqu'un, une attitude, vous dit quelque chose, par exemple, parce qu'on travaille assez souvent en stage, quelqu'un qui vous dit Elinor, je n'ai pas confiance en toi, il est possible qu'on quitte le centre ici pour descendre dans le ressenti. Et à ce moment-là, on est symboliquement décentré. Et quand on est décentré, notre capacité à penser juste va se réduire et notre capacité à poser un acte juste va se réduire. Et ça, c'est la première chose à voir quand vous êtes comme ça décentré, d'ailleurs, le reconnaître, ne pas le nier. Donc, vous voyez l'importance d'être à l'écoute de votre ressenti. Et le travail va être de vous recentrer ici, de revenir là pour agir et poser une action et non pas une réaction. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous commencez à voir ça? Alors, j'avais vu qu'il y avait Marie-Marie qui voulait prendre la parole. Donc, peut-être que je vais essayer de lui laisser lui donner l'opportunité de parler. Oui. Voilà, donc on attend. Et puis sinon, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions-réponses ou alors lever la main. Comme ça, on vous laissera la parole. Donc là, on attend Marie-Marie. Alors, elle voulait parler, peut-être plus maintenant. Si jamais c'est le cas, il faut activer votre micro.
Hop, alors, j'ai d'autres questions. Alors, il y a une question de Liline qui nous demande comment faire pour rester centré. Oui. Alors, d'abord, ça va être de repérer ce qui nous décentre. C'est ce qu'on va voir juste après. Simplement, si je reprends l'exemple que je vous ai donné ici, pour être opérationnel de façon pratique là-dessus, si je prends l'exemple de la confiance, quelqu'un qui dit j'ai pas confiance en toi, si vous êtes touché par ça, touché ça peut être de l'inquiétude, hein, ou ça peut être éventuellement de l'irritation, de la colère, à ce moment-là, la première chose à faire, de reconnaître, c'est de prendre la peine de reformuler ce que vous dit l'autre. Ça vous donne un peu de temps, ça vous donne du recul pour pouvoir respirer ensuite et revenir au milieu. Et là, vous allez pouvoir poser une action et non plus une réaction. Hein, quelqu'un qui dit j'ai pas confiance en toi, donc ça va être de dire ok, tu n'as pas confiance en moi. En plus, quand on fait ça, on accueille la position de l'autre. Mais pour vous, ça vous donne un peu de temps. Et après, vous respirez. Et là, ça serait par exemple ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous voyez, mais on va aller plus loin pour voir qu'est-ce qui fait qu'on est décentré, hein, tout à l'heure. Et là, après, je vous donnerai quelque chose qui est très utile pour repérer quand vous êtes décentré et vous défaire de ce qui fait que vous êtes décentré. D'ailleurs, puisque elle a posé cette question-là, je vais l'aborder maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie en général depuis très tôt, nous avons tendance à fuir les malaises. Et c'est normal, à fuir ce qui ne nous va pas. Et dans notre histoire, nous avons tous des situations, la petite enfance, c'est pas si simple, hein, des situations mal vécues et qui n'ont pas pu se résoudre et aller jusqu'au bout. C'est comme si on avait des cycles non finis. Et ces cycles-là consomment beaucoup d'énergie et on passe l'essentiel de notre temps à éviter de retomber dans ces situations qu'on a mal vécues. Et là, je vais vous indiquer les 3 façons habituelles que l'on a pour ne pas traiter le problème, pour ne plus retoucher ces situations non finies. La première façon, ça va être de projeter notre malaise sur les autres. Et de toute façon, on le fait de façon inconsciente. C'est pour ça que je vous ai parlé du conscient inconscient tout à l'heure. Hein. On le fait de façon quasi automatique. Oui, si c'est le bordel, c'est de la faute du gouvernement, c'est un tel, ils n'ont pas prévu les masques, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis c'est toi, et puis voilà. Hein. On va projeter à l'extérieur le malaise qu'on a, sans s'en rendre compte, tant qu'on ne sait pas. Autre façon de faire, certains, ou à d'autres moments, on va reprendre ce malaise sur nous pour se taper dessus. En va disant oui, je suis pas capable, j'ai pas pu, je n'y arrive pas, etc. Et avec ça, ça y est, on n'a pas traité le malaise, mais on s'enfonce. Et puis, ce qui est le plus fréquent et qui est mis en lumière avec le confinement, particulièrement avec le confinement, c'est les attitudes de fuite qu'on a. C'est-à-dire, dès qu'on se sent mal, des fois on ne s'autorise même pas à le ressentir et tout de suite on va passer dans quelque chose. Par exemple, ça peut être des choses qui sont très valorisées, on va se mettre à bosser, à surtravailler. Et avec ça, ça peut être valorisé au niveau de la société. Mais on ne se rend même pas compte qu'on fait ça pour fuir quelque chose. Ou on va, alors là c'est plus connu, on va se mettre à acheter des choses, voilà, on achète, une façon de fuir le malaise, où on va, surtout en ce moment, il paraît, certains vont se mettre à manger, on va manger beaucoup. Moi je sais quand j'étais beaucoup plus petit, j'adorais les pâtes avec lardon, et puis, et, et bon, gruyère. Et manger comme ça, manger surtout des pâtes, était une façon pour moi de me couper d'un ressenti. Donc, en étant relativement bien, parce que j'étais quelque part endormi, une façon de m'endormir. Hein. Autre fuite, ça va être dans le sexe, ça va être dans les distractions, ça veut être de mon côté, par exemple, moi je me suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps que j'avais trouvé le moyen très jeune pour éviter de sentir des malaises que j'avais, la lecture. La lecture, c'est extraordinaire. En plus, c'est très valorisé, ce qui fait que j'ai des bouquins partout, j'ai des bibliothèques dans tous les coins.
Mais en fait, en étant assez honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que c'était une façon pour moi de quitter un malaise que je pouvais sentir. Maintenant, je continue à en lire, mais beaucoup moins. Enfin, heureusement, je choisissais un secteur qui m'intéressait, donc ce n'est pas complètement inutile. Mais n'empêche que c'était une façon de ne pas être là. Donc, il y a ces trois façons-là. Vous pouvez au passage voir qu'est-ce que vous faites, quoi. Soit vous balancez sur les gens autour de vous, vous allez accuser les autres, c'est toujours de leur faute, etc. Regardez ce qui se passe quand on parle en ce moment, dans les relations un peu difficiles, dans le confinement, dans les couples, ce qui peut se passer, c'est exactement ça qui se passe. Hein. Les malaises vont ressortir et pour arriver à survivre, à se sentir relativement bien, ben, on balance ça sur la compagne, sur le compagnon, voire sur les enfants. Ou alors vous vous tapez dessus, en permanence, vous estimez que vous n'y arriverez pas, que c'est ça, etc. Et comme c'est un discours que vous connaissez, vous allez pouvoir jouer à la victime et vous vous reconnaissez comme ça. Soit vous adoptez une des attitudes de fuite, ça peut être aussi voyager, partir, faire des trucs. Vous agitez pour ne pas être en contact avec votre ressenti. À noter que même les techniques de relaxation, de training autogène, de sophrologie, ce sont toutes des techniques, ou aller courir pour vous détendre, comme on dit, c'est toutes des techniques pour vous permettre de baisser la tension que vous avez ou les inquiétudes que vous avez, parce que derrière l'agression, il y a de la peur, hein, l'inquiétude que vous avez, pour pouvoir à nouveau refonctionner à peu près bien. Mais on ne touche jamais le fond du problème. Et pour sortir de ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a peut-être qui savent, qui l'ont déjà fait. Alors, donc on a plusieurs remarques. S'écouter et désamorcer ses propres blocages, ou Oui, alors y faire face. voilà. Alors, pour sortir de ça, ça va être faire ce qu'on ne fait pas habituellement, c'est-à-dire se confronter au malaise, se confronter à la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester en contact avec la sensation désagréable et basculer, comme dans l'exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure, sur où ça se traduit dans mon corps et comment ça se traduit dans mon corps. Et le laisser vivre dans votre corps. Parmi toutes les choses que j'ai pu voir, c'est ce qu'il y a de plus, à la fois de plus simple, en même temps de contre-intuitif, c'est ce qu'on ne fait jamais, et qui permet de régler des choses assez étonnantes. On n'a même plus besoin de savoir pourquoi on a eu ça. Alors, avant qu'on puisse ensemble expérimenter ça, je voudrais vous partager avec vous un outil, une image qui éclaire bien notre fonctionnement. Je ne sais pas si je vais pouvoir, oui, je vais pouvoir le faire là. Vous allez me voir là, ouais. Juste, je vais utiliser l'image que certains connaissent maintenant, puisqu'on en parle assez souvent, l'image du cyclone. Dans un cyclone, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie à la périphérie du cyclone. Et par contre, au cœur du cyclone, vous arrivez à voir, oui, au cœur du cyclone ici, c'est le calme absolu. Le calme absolu. Hein, comme je le dis souvent, il y a des avions qui vraiment rentrent par le haut du cyclone et puis vont filmer toute l'agitation de l'eau, etc. autour. Et ils sont juste au milieu. Eh bien, ça, c'est une image que vous pouvez retenir pour vous expliquer comment on fonctionne, simplement comment on fonctionne. La périphérie ici, ça représente notre personnalité. Ce à quoi on s'est identifié, ce qu'on a mis progressivement en place en fonction des expériences qu'on a fait petit, de notre milieu familial, de notre éducation, des gens qu'on a rencontrés, de l'influence de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, des médias en ce moment. Tout ça, ça va, et des expériences qu'on a faites, ça va créer ce qu'on appelle notre personnalité. D'aucuns appellent ça des fois l'ego. Et quand vous êtes dans une situation de peur, je ne dis pas de peur physique réelle, un danger réel, où là, ça va mobiliser
nos mécanismes de protection. Mais les autres peurs, c'est chaque fois ici la personnalité qui est touchée. Et en particulier les malaises ou les peurs qu'on peut avoir, qu'on laisse, qu'on met sous le tapis et qu'on a vu tous les mécanismes pour éviter, ce ne sont que des identifications ici, que des identifications. Je prends un exemple, quelqu'un qui vous dit mais t'es un vrai con. Si vous n'avez pas d'identification à quoi que ce soit, vous n'avez pas peur d'être un con, le fait que l'autre vous dise ça, vous vous rendez compte qu'il est prisonnier, lui aussi, de sa propre identification. Et donc, gentiment, vous allez lui demander, OK, qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais si je me sens affecté parce que c'est pas normal que, etc., alors là, hop, ça y est, et on est dans les conflits, et je vais faire de la projection sur lui, on va pas avancer. Parce que l'autre aussi a un mécanisme, ici, un centre au milieu qui, lui, n'est pas, comme dans le cyclone, est habité par un calme absolu. Quand vous êtes ici au milieu, vous êtes dans une zone de calme. Et ça, c'est ce que vous êtes au niveau de la conscience du témoin. Quand vous n'êtes là, vous êtes ici, vous n'êtes pas identifié. Et le travail de recul à cultiver qui rejoint le centre que je vous disais là-haut, c'est la même chose, c'est une autre façon de le dire, c'est comment être le plus souvent possible ici. Et là, il y a besoin de s'entraîner. Quand vous êtes là, vous allez pouvoir remarquer vos peurs. C'est ce qu'on était en train de faire. Vous allez pouvoir remarquer vos malaises et ne pas les fuir, mais les observer à partir de ce point-là. Et c'est comme ça que progressivement, vous allez pouvoir les défaire et donc, quelque part, vous guérir. Et quand vous savez ça et que vous voyez qu'en face de vous, quelqu'un qui a un comportement qui vous paraît aberrant, c'est votre lecture à vous, c'est votre éducation, c'est votre formatage qui le fait lire aberrant. Il vous le fait lire comme quelque chose d'aberrant. Bien comprendre que pour lui, dans sa tête, l'autre fait toujours le mieux qu'il pense en fonction de son formatage. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, la liberté que nous avons en tant qu'être humain, c'est de prendre du recul par rapport à ce formatage et de ne plus être agi par ce formatage pour retrouver ici votre capacité de choix réel. Est-ce que ça vous parle? Alors, il y avait une remarque par rapport à quand on se confronte au malaise. Est-ce que ça Oui. signifie de vivre la peur ou alors juste de faire quelque chose de mental? Alors, ça va être justement ne pas faire quelque chose de mental. Le premier exercice que je vous donnais, c'est si je vous dis, tiens, mais qu'est-ce que je me dis en ce moment? Ça, c'est utiliser le mental pour faire un recadrage au niveau de la représentation. Et ça, vous pouvez le faire avec quelqu'un, je vois même avec des collaborateurs, hein, on peut lui demander, mais qu'est-ce que tu te dis par rapport à telle chose? Et effectivement, le gars dit, bah, par exemple, la délégation, qu'est-ce que tu te dis? Oui, mais si je délègue, ça va être mal fait, etc. Ah, je dis, bah oui, bah, si tu penses ça, c'est normal que tu aies du mal à déléguer. Et comment tu pourrais changer ça? Bah, si je prends le temps de déléguer, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour moi, je vais pouvoir aller sur mes projets. Et s'il change son regard, du coup, il se sent mieux et du coup, il va pouvoir agir plus facilement. Je prends ce petit exemple là parce que c'est assez fréquent dans la délégation. Mais ce qu'on va voir là tout à l'heure, dans très peu de temps, c'est c'est aller plus loin que ça, c'est-à-dire se libérer de ce qui vous coince, se libérer d'ici. Et là, on va voir que c'est bien de dire est-ce que c'est le mental, c'est une des façons la plus subtile de fuir. Si je sens un malaise et que je me dis oui, mais c'est parce que j'ai eu ça, etc., hop, je suis parti dans la tête, je ne suis plus en contact avec le malaise. Et là, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est ce que vous avez fait dans les deux petits exercices que je vous ai proposés au début. Hein, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce qui me préoccupe? On va prendre une de vos peurs et puis vous allez rester avec cette sensation-là, la sentir où elle se passe physiquement, et puis laisser votre corps faire, vous en étant simplement témoin observateur. Ne pas vouloir que ça soit différent, ne pas vouloir agir dessus. Alors, je l'indique maintenant, pour cet exercice-là, il y a deux profils deux types de personnes qui peuvent avoir du mal. Soit la personne qui ne ressent pas, ou très peu, on voit ça dans le cycle en niveau 2, quelqu'un qui est sous l'emprise du message éducatif soit fort. Pour lui ou elle, le ressenti, les émotions, ce n'est pas une bonne chose. Donc la personne a tendance à se couper
Et ça aussi, se couper de son ressenti ne règle rien. Ça veut dire que ça va être là et ça va faire des gens qui sont des colosses au pied d'argile. Ils vont tenir, puis un jour, ils vont s'écrouler complètement. Donc ceux-là, si vous n'arrivez pas à ressentir le malaise ou autre, eh ben, ça sera difficile de rentrer dans l'exercice. Plus difficile. Mais en persévérant, en vous demandant régulièrement, mais qu'est-ce que je ressens là? En vous réentraînant à ressentir, progressivement, ça va remonter. Et le deuxième profil de personnes, ça rejoint la question qui vient d'être posée là, c'est ceux qui trop vite passent dans leur tête. Très vite, ils sont dans la sensation et hop, ils commencent à s'expliquer là. Et ça, c'est très rapide. Et ça peut être une façon qui fait qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de l'exercice et faire que cette situation-là se défasse. Je vous donne un exemple pour que vous voyez bien ce que ça peut donner ça. J'étais dans un hôpital à Rodez, là, et je travaillais avec un groupe de cadres sup. Et à la reprise de l'après-midi, il y a une directrice de maison de retraite sa maison de retraite était située dans la ville. Et elle était depuis 4 mois chargée de recaser ses pensionnaires parce que le bâtiment devait être transformé ou détruit. Et du coup, elle avait plus de poste de directrice de maison de retraite là, dans 15 jours ou un mois. Et donc, elle avait eu un rendez-vous avec la responsable, la directrice des soins, faisant fonction d'ailleurs. Et elle arrive toute contente avec 4 options possibles de ce qu'elle pouvait faire dans l'hôpital. Voilà. Elle avait travaillé ça, elle s'est dit je pourrais faire ça, je pouvais faire ça, je pouvais faire ça. Bon. Très positive dans sa façon de faire. Et au bout de très peu de temps d'entretien, l'autre l'écoute à peine et lui propose l'après-midi un poste au nord du département et le matin un poste dans la direction opposée. Jamais dans sa vie il lui est arrivé un truc pareil. Elle était complètement effondrée. Elle revient donc dans la salle, un peu avant les autres, et je vois bien qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle me raconte son histoire. Et là, comme elle était dans ce malaise, là, un truc vraiment très fort, là, tout de suite, je lui dis, OK, tu restes dans cette sensation désagréable, vraiment, reste dans cette sensation, tu vois comment elle se traduit dans ton corps. Elle est restée avec ça, et puis progressivement, au bout de très peu de temps, une minute, 2 minutes maximum, je lui dis, mais comment ça se passe là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et elle me dit, mais ça y est, là, ça diminue, ça a disparu. Et cette situation assez extrême qu'elle a rencontrée, c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé sur elle, mais dans sa vie, elle n'avait jamais été mise dans une situation pareille. Et en ce moment, je rencontre pas mal de gens qui ont déjà fait un travail sur eux et qui se retrouvent dans des situations vraiment difficilement imaginables. Et c'est comme si la vie les mettait en contact avec quelque chose qu'ils ont besoin maintenant de dépasser. Et elle, en 2 minutes, son truc a disparu sans qu'on aille chercher pourquoi, à quoi ça l'a renvoyé, etc. Et elle a pu retrouver tous ses esprits et elle a commencé à préparer comment elle allait faire, qu'est-ce qu'elle allait dire, etc. C'est assez étonnant, c'est assez spectaculaire. Je vous raconte ça parce que c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, enfin avant le Covid, on était encore en action. Voilà, c'est ça que je vais vous proposer de faire après. Dans tout ce qu'on a vu, c'est certainement l'élément qui peut vous être le plus utile pour vous. Mais vraiment. Alors, ça commence à être diffusé, ça, mais je suis étonné que ça ne le soit pas plus. Mais il faut reconnaître que quand on arrive à faire ça, on n'a plus besoin de 2 ou 3, enfin de 5 ou 6 ans de psychanalyse, de choses comme ça. Vous pouvez faire la psychanalyse c'est pour autre chose. Si vous avez le temps, c'est sympa, machin, ça peut être culturellement. Mais pour vous dégager des choses qui vous gênent, il y a maintenant, et l'ambiance maintenant porte à ça, vous pouvez très facilement, une fois que vous avez fait au moins une fois l'expérience et que vous avez vu ce que ça donne, que vous avez accepté de rester avec le malaise, et après, c'est quelque chose que vous pouvez faire en permanence, être à l'écoute et dès que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, au lieu de voir, hop, ça y est, vous êtes en train de partir, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et je prends ça, et je reste avec, et hop, ça s'en va. Et plus vous allez le faire, plus vous allez descendre sur des choses de plus en plus masquées pour vous. Et donc, du coup, vous retrouvez un espace où vous pouvez tranquillement être là. Parce que ce qu'on cherche, c'est être tranquillement là et pas parti dans sa tête en train de se raconter des histoires. Est-ce que ça vous parle, ça?
avant qu'on ne s'amuse à faire cet exercice-là. Alors, il y a une question pour savoir si c'est un travail de conscience ou fait-on appel à Oui. notre subconscient? Là, quand on fait ça, on va rester au niveau de la conscience, on va rester présent, c'est-à-dire on reste là en tant qu'observateur et on laisse le corps faire. On pourrait dire qu'on laisse le subconscient faire. Le corps, il sait ce qu'il a à faire. Les choses qui n'ont pas… comment vous illustrer ça? On a dans notre cerveau on appelle ça le cerveau reptilien, qui lui, sa préoccupation, c'est vie ou mort. Et il ne se pose pas de problème, c'est chaque fois vie ou mort. C'est avec ça qu'on a pu survivre. Donc, tout petit, quand il y a eu des situations qui étaient perçues comme dangereuses, hop, il a mis en place un système de protection. Et quand ce système de protection se met en place, il nous empêche d'accéder à notre capacité de réflexion. Et ce mécanisme-là mis en place, tant qu'il n'est pas défait, il va se rejouer en permanence. Et dès que dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose qui nous rappelle inconsciemment, on n'en est pas conscient toujours, qui rappelle ce système-là, top, tout de suite, ça y est, ça coince. Et ça nous invite à éviter le truc. Et là, pour décréer ça, ça suppose, en conscience, pour le coup, d'avoir assez de recul. C'est ça qu'on développe dans le cycle. Hein, ça a besoin de s'entraîner là. On fera d'ailleurs une série d'exercices là-dessus. Avoir assez de recul pour pouvoir observer le malaise, ne pas le fuir, et partir à observer la sensation dans le corps, où ça se situe, et laisser le corps faire ses ajustements. Et vous faites ça, vous êtes bien assis quand vous faites ça. Quand vous faites ça, vous pouvez des fois avoir des sensations, envie de vomir, vous laissez faire, vous pouvez avoir la sensation que vous allez tomber dans les pommes, vous laissez faire, et ça va se défaire. Le plus difficile, c'est que souvent, on remet en place son système habituel. Je vois ceux qui ont l'habitude de faire des actions de détente ou de yoga ou de respiration vont tout de suite se mettre à respirer parce que c'est tellement ancré leur façon de couper le truc que ça revient. Ça, c'est le voir et puis ne pas mettre en place votre mécanisme habituel qui fait que vous êtes en train de fuir. Restez avec la sensation. Ça a besoin de s'entraîner un peu. Si je vous propose, parce que c'est bien beau d'en parler, mais le mieux, c'est que vous puissiez faire l'expérience. Il n'y a aucun risque. Prenez la peine quand même d'être bien assis. Et je vous redécris comment vous allez faire, puis après, on le fera ensemble. Je te coupe juste une seconde parce qu'il y avait une autre question. Donc, c'était une question de Oui. Léline qui demandait comment on faisait quand on était en pleine discussion. Donc, est-ce qu'on prenait 2 minutes pendant la discussion ou quelle était la solution? Alors, quand tu es en pleine discussion, là, une fois que tu es entraîné, quand tu es en pleine discussion, tu vas voir que tu es en réaction. Et là, il s'agit de rester, de rester avec la sensation. De rester avec la sensation. Et une fois que tu es entraîné, elle va bouger. Plutôt que de laisser l'énergie partir à partir de l'émotion ou de la réaction qui était là. Tu vois. Sinon, des fois, ça y est, tu vois que tu es en pleine discussion, c'est parti. À ce moment-là, le plus vite possible, après, quand tu es tout seul, tranquille, tu reviens dans cette situation, tu retrouves la sensation, et là, tu vas l'accueillir complètement. Oui. Mais avec l'entraînement, je vous donne un exemple, il n'y a pas tellement longtemps là. Ici, on a 3 chattes. Bon, et notamment un dernier qui était, quand il était un peu plus petit, j'en avais peur qu'il se fasse choper par je sais pas quoi, à l'extérieur, donc il fallait fermer les portes pour qu'il reste là. Moi, élevé à la campagne, j'ai pas le même truc que ça, et les chats, je les laisse à vivre leur vie, etc. Bon, mais quand même, là, donc je faisais attention de fermer la porte, etc. Et puis, je sais pas, un matin, plusieurs fois, ça arrive comme ça, et là, je me fais une remarque sur un truc, et là, je sens, là, c'est pas de la peur, mais plutôt de la colère, de l'agacement qui monte. Vous voyez? Et là, je reste avec ça, vraiment, avec cette sensation-là qui monte. Hein. Je la laisse être, et pouf, elle disparaît, et ça me permet de me marrer après. Vous voyez, c'était
une boule de trucs qui arrive comme ça, à partir du moment où vous êtes entraîné, vous ne la fuyez pas. À un moment donné dans votre vie, c'est de ne rien rejeter de ce qui remonte. Vous voyez, avoir la capacité à être suffisamment présent pour accueillir ce qui remonte. Vous voyez quelqu'un et vous vous entendez dire putain quel connard, vous êtes en voiture, en voiture seulement il y en a moins en ce moment, mais quand vous êtes en voiture, quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et que vous entendez putain quel connard, ça c'est une réaction. Avec de l'entraînement, vous voyez la réaction. Ne vous tapez pas dessus parce que vous avez eu cette réaction. Vous la voyez, ok, j'ai eu cette réaction. Bravo, je l'ai vu. Si vous faites ça, la fois d'après, avec un peu d'entraînement, l'autre vous fait une queue de poisson, hop, vous allez voir une petite tension qui monte, mais l'idée connard ne va plus sortir. Et puis progressivement, à un moment donné, l'autre va vous faire une queue de poisson. Mais vous allez le laisser passer, vous ne savez pas ce qui se passe pour lui, il va peut-être à l'hosto, il a peut-être un truc, vous ne vous racontez plus d'histoire, simplement vous accueillez ce qui est là, et voilà. Et c'est ça le travail essentiel à faire, être là. Mais pour être là, il faut se dégager progressivement de ce qui fait qu'on n'est pas là. Donc, de toutes les identifications à la périphérie du cyclone. Est-ce que, oui, tout le monde quoi? J'ai pas eu le temps de voir la question là, tout le monde. Alors, il y a une question qui nous demande comment filtrer les paroles extérieures quand celles-ci génèrent de la peur, manque de bienveillance, respect de la critique, etc. Si tu constates qu'à l'extérieur, ça manque de bienveillance, ça veut dire que ça, c'est un jugement. Ça veut dire que quelque part, toi-même, tu t'obliges, parce qu'on a dit que c'était bien, parce que surtout en ce moment, il y a toute une culture là-dessus, c'est bien d'être bienveillant, donc il faut être bienveillant. Et quand on fait ça, on se met, c'est pas de la vraie bienveillance, c'est une contrainte supplémentaire. Il faut faire attention à l'entreprise, il y a beaucoup de choses comme ça, soi-disant pour faire bien, on vous met une pression supplémentaire et après, c'est vous qui la prenez pour vous tout seul. Et ce qui fait que vous tapez dessus tout seul, vous vous contraignez tout seul. Et quand vous voyez en face de vous quelqu'un qui, pour le coup, ne fait pas la même chose, alors là, vous êtes scandalisé et vous arrivez dans ce qu'on a vu tout à l'heure, la projection. Putain, cette connasse, faut voir, aucune bienveillance, c'est pas normal. Vous voyez le mécanisme. Et là, c'est parti, vous allez rentrer dans le conflit ici. C'est une très bonne question parce que la difficulté la plus importante pour faire ce type de travail, c'est arrêter de vous juger. Quand vous vous jugez, vous accumulez de l'énergie négative et à un moment donné, vous allez la projeter à l'extérieur. Et c'est pas simple de faire ça. Pour faire ça, il faut repérer quand vous êtes en train de vous juger et de vous dire, OK, bravo, je vois que là, je suis en train de me juger. Vous savez, souvent, comment ça se passe? Le petit gamin, quand il est tout petit, il fait une connerie, il se fait engueuler par son père ou par sa mère. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tout seul dans son coin, il commence à faire une connerie et c'est lui-même qui a pris le mécanisme qui commence à se taper dessus en disant t'es pas bien, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Et c'est l'auto-jugement. Et après, on se travaille dans la vie avec tout un tas de trucs comme ça. Et ça, il faut se défaire de ça. Si moi je me juge, je vais forcément juger les autres. Ou quand je juge les autres, c'est qu'il y a une partie de moi que j'ai mis de côté. Est-ce que ça vous parle? Évidemment, là, je vous donne en très peu de temps des choses assez directes. Hein. Et là, comme je m'occupe un peu du jardin ici en ce moment, je me rends compte qu'on peut avoir des bonnes graines si la terre n'est pas un peu bien préparée. Bah, il y a des graines qui vont pousser, puis d'autres qui pousseront moins. Hein. Même si les graines sont bonnes, ça dépend du terrain, d'où tout le travail progressif qu'on fait dans le cycle. Hein. Alors, je vous propose, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se lance dans le mini-exercice? Alors, Oui. il y a une question pour savoir comment on fait pour se débarrasser de la tension en question une fois qu'on la ressent. Eh ben, c'est ce qu'on va faire là. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, là, vous allez, je vous décris, puis après on va le faire, hein, ça va pas durer, ça va être assez rapide. Vous allez choisir soit une de vos peurs,
soit une situation qui vous fait réagir, hein, qui vous fait réagir. Et donc, une fois que vous aurez identifié ça, vous allez vous replonger dans la sensation désagréable. Et on va oublier les circonstances, on va oublier l'objet de la peur ou de la situation désagréable, on va juste rester dans la sensation désagréable. Et vous allez, comme je vous l'avais fait dans les 2 petits exercices de départ, vous allez repérer où est-ce que cette sensation se traduit dans mon corps. Vous voyez que quand on fait ça, on sort de sa tête pour descendre dans le corps. Où est-ce que ça se traduit dans mon corps? Et puis, comment ça se traduit? Et vous observez, vous regardez comment ça se passe, comment ça va bouger. Et vous êtes simplement dans l'observation jusqu'à ce que ça s'atteigne. Normalement, dans tous ceux qui sont là, j'espère qu'il y en a au moins 1 ou 2 où ça va pouvoir vraiment le faire. C'est assez spectaculaire. Et tranquillement, la chose va disparaître. C'est tellement étonnant qu'on se dit c'est pas possible, quoi, hein. Et pourtant, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, il n'y a rien à faire, c'est juste observer. Mais juste observer, pour beaucoup, c'est pas si simple. Vous allez avoir la tendance à vouloir faire quelque chose pour que ça. Vous restez avec la sensation désagréable, regardez physiquement, observez où elle se traduit, jusqu'à ce que cette situation évolue et disparaisse. Le critère, c'est quand ça disparaît. Si ça reste encore, c'est qu'il faut revenir et reprendre l'exercice et rester dans la sensation. Normalement, ça s'en va. Alors, vous pouvez dégager une première sensation désagréable, et puis après, une autre peut venir. À nouveau, vous refaites l'exercice. Là, on va le faire une fois et on pourra partager comment ça s'est passé pour vous. Donc, je vous invite à repenser à une peur que vous avez, quelque chose qui vous fait peur, ou à une situation qui vous gêne, quelque chose qui vous touche, qui vous fait réagir, et vous replongez dans la sensation provoquée par cette peur ou cette situation. Observez où elle se traduit et comment elle se traduit dans votre corps. Laissez faire. Aucune attente. Ok. Est-ce que quelqu'un a pu rentrer dans l'exercice ou est prêt à partager ce qui s'est passé pour lui ou pour lui? Oui, je vois Mélissa. Oui et non. Ouais, on a 2 retours, donc oui et non. Donc j'imagine que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Oui, ça demande un peu d'entraînement. Alors, une Ok. remarque pour dire: «J'ai réussi à ressentir une douleur, passée». Alors, là, effectivement, ça peut vous renvoyer des fois avec carrément des situations que vous pouvez identifier. Mais comprendre que l'important est de ne pas vous perdre dans un souvenir ou la situation du passé, c'est laisser rester avec la sensation physique pour que ça se décrée au niveau du corps, hein. Le risque, c'est de tout de suite repartir dans ça. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps, là, dans un échange, d'un seul coup, je sens une colère qui était vraiment un truc qui n'est pas ajusté à la situation. Vous voyez, souvent, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui monte et il n'y a rien d'extérieur, d'objectif qui justifie ça, quoi. Ou
où la réaction est disproportionnée par rapport à ce qui peut se passer. Et donc, juste après, je me trouve dans un coin tranquille et je rentre dans cette sensation-là de colère qui était là. Et je sens qui monte là, les mâchoires. Et effectivement, je me suis retrouvé à 4 ans et demi, au moment où j'étais en prémentorium. Et à cette époque-là, on enlevait les végétations, on les brûlait, quoi. Et je me suis retrouvé dans un souvenir avec un mec, une tête rasée, je sais pas quoi, une lampe au-dessus de son front, et puis tenu par deux, je pense que c'était des infirmières, à poil sur un petit tabouret rond, là, et un truc complètement impuissant dans ce machine. Et ça m'avait ancré ce truc d'être scandalisé pour me trouver dans un truc pareil. Et en revenant avec cette situation de colère qui avait été là, qui était de maintenant, ça m'a directement renvoyé à ça. Et l'important, bon, ok, c'est ça, mais c'était de passer ça, c'est-à-dire de laisser cette sensation, de laisser mon corps régler ce genre de truc qui jusque-là n'avait pas pu être réglé. Et quelques minutes après, c'est fini. Et la sensation, je vais plus avoir de surréaction par rapport à des éléments extérieurs qui renvoient ça. Vous voyez, c'est ça les choses qui se passent ici dans la périphérie. Et on a tous des paquets de choses comme ça dont la plupart ne sont pas conscients. Hein. Et l'intérêt de cette libération-là, c'est qu'on n'a pas besoin de rechercher tous ces souvenirs-là. Et ils vont arriver, si vous commencez à faire ça, progressivement, la vie va vous confronter à des situations qui vont vous faire ressortir des choses qui ne sont pas réglées. Et donc, une fois que vous avez pigé ça, vous n'avez plus le même regard sur ce qui vous fait réagir. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, ce qui remonte là, ça veut dire que c'est mûr. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut que j'accueille ça pour le laisser aller. Alors, il y a pas mal de commentaires. Il y a aussi une question, donc c'était pour savoir si c'était le même principe que la méthode Tipeee de régulation des Oui, émotions. même Tipeee s'appuie sur ce même genre de choses. Si vous connaissez ça, appliquez ça complètement. Il y a Et pardon. plusieurs noms, mais en particulier Tipeee. Aussi pour savoir quand est-ce que, parce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé le geste d'ancrage Oui, et voulait savoir si c'était approprié et quand utiliser cet exercice ou le geste d'ancrage. alors, le geste d'ancrage, vous voyez, il y a deux choses, en gros, dans la vie, il y a deux dynamiques. Il y a d'une part, écoutez ce que vous avez à faire qui vous caractérise, où vous voulez aller. Et ça va être nourrir dans votre tête les projets de ce que vous voulez faire. Vous voir en train d'être ce que vous voulez être et de faire ce qui va avec. Plus vous le nourrissez mentalement, plus vous le créez dans votre tête, jusqu'à ressentir la sensation qui va avec ça, plus vous allez en favoriser la réalisation dans le concret, dans la matière. La création, c'est toujours comme ça. Vous avez envie de lancer quelque chose, c'est de nourrir ça, de vous voir en train de faire ça, de vous renseigner là-dessus, et jusqu'à sentir que ça y est, vous êtes là. C'est comme si c'était déjà là. Et après, évidemment, vous allez le mettre en œuvre, vous allez rencontrer les gens qu'il faut, regarder les règles, etc. Et vous allez le mettre en œuvre. Ça, c'est créer votre vie. Et de l'autre côté, presque aussi important, ça va être de régulièrement vous libérer de ce qui vous empêche de fonctionner de façon fluide, de tout ce que vous avez accumulé d'identification, d'éducation, etc. C'est aller avec ces deux dynamiques-là. Et la dynamique de libération, à la limite, est presque aussi importante que l'autre. Mais en même temps, quand vous nourrissez quelque chose, eh bien, vous pouvez rencontrer un obstacle, mais l'obstacle, c'est souvent quelque chose de non traité qui demande à être vu et liquidé. Donc, c'est ces deux mouvements-là qu'il faut faire. Alors, je reviens sur l'idée d'ancrage. L'idée d'ancrage, c'est pour commencer à nourrir dans votre tête vos schémas mentaux qui vont plutôt vers le positif. Dans notre vie, normalement, si vous prenez la peine d'être bien, d'être à l'aise en tant que manager, par exemple, puisqu'on travaille surtout avec les managers, le fait que vous soyez bien, vous allez rendre service à tous les gens qui sont autour. Dans la situation actuelle, plus vous êtes centré, plus vous allez apporter de la tranquillité, de la paix et donc de la créativité, sortir des automatismes. C'est le besoin, on pourrait dire votre objectif fondamental. Plus vous serez au centre, plus vous allez pouvoir aider à régler les problèmes.
plus vous êtes prisonnier de la périphérie, de l'ego, et même là, si vous avez de bonnes intentions, même avec ça, vous pouvez provoquer des catastrophes. Dans le monde, chaque fois, les trucs les plus horribles ont été faits avec des gens qui voulaient faire le bien des gens malgré eux. Et donc ça, je reviens sur la bienveillance dont on parlait tout à l'heure. Si vous dites qu'il faut être bienveillant, c'est bien d'être bienveillant, etc., attention, ça redevient une obligation. Et avec la bienveillance, je voyais l'autre fois une DRH, mais vraiment c'était terrible parce que sa façon de fonctionner était complètement en contradiction avec le discours. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, cette idée de souvenir agréable, c'est une façon de vous aider dans un premier temps à vous sortir d'un truc difficile, d'être en bonne énergie. Vous avez une réunion, vous avez un challenge important, hop, vous mettez dans cette bonne énergie, et du coup, quand on est en bonne énergie, on est plus créatif, on n'est pas en défense. Et ça peut aider. De même, faire de la relaxation, de même aller courir pour éliminer les tensions que vous avez pu faire. Ce sont des choses utiles, mais provisoires. Le travail de fond, c'est de faire comme on l'a fait là, de liquider vos identifications, de liquider les choses liées à votre passé qui sont restées ancrées dans votre corps. Vous voyez, bien comprendre les deux niveaux, quoi. Du coup, il y avait aussi une autre question, c'était de savoir comment faire quand quand on se doute qu'on a des peurs profondes qu'on redoute depuis longtemps, refoule depuis longtemps et qui remontent en ce moment, mais qu'on n'arrive pas à Oui. mettre le doigt sur une peur précise. Alors, ce n'est pas forcément une peur facile. Là et à ce moment-là, c'est être à l'écoute de la sensation et accueillir cette sensation et voir comment comment on l'a fait, voir comment elle se traduit dans votre corps, où elle se traduit et comment elle a laissé faire. Vous voyez, c'est accueillir ce qui vient. Vraiment un truc. C'est dire oui à ce qui vient, quelle que soit la chose qui vient. Or, regardez, dans notre ego, qu'est-ce qu'on fait? On aime certaines choses et puis on n'aime pas d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller au maximum vers ce qu'on aime et puis éviter tout ce qu'on n'aime pas. Et ça, on choisit. Et là, on est toujours en déséquilibre. Quand vous êtes au centre, le vrai positif, on pourrait dire, c'est j'accepte ce qui est, que ça soit vu comme positif ou négatif par mon ego. Vous voyez, on est dans un monde de plus et de moins. Mais quand vous sortez de ça, vous avez assez de distance pour OK, c'est ça qui se présente. Comment je fais avec ça? Et plus vous êtes, pour le coup, bienveillant avec vous-même, plus vous êtes doux avec vous-même, plus vous allez pouvoir accueillir ces choses qui sont là. Et c'est le meilleur service que vous puissiez vous rendre. Si vous faites ça, que ce soit avec vos collaborateurs ou dans votre famille, vous allez pouvoir participer quelque part à la guérison de l'ensemble. Alors, ce que je vous propose là, pour muscler cette capacité à être au centre du cyclone ou à être au centre ici, être témoin, on appelle ça le témoin de ce qui se passe. C'est comme quand vous voulez vous entraîner, si vous développez vos muscles, il va falloir tirer de la fonte ou faire des pompes, bon, sinon ça ne va pas bouger. Eh bien, ce recul, cette capacité de recul, d'être présent, ça a besoin d'être travaillé. On a besoin de faire des choses régulièrement, de mettre en place des rituels pour que vous soyez progressivement de plus en plus présent et de moins en moins embarqué dans des trucs de périphérie. Alors, je vais vous proposer une série d'exercices qu'on va faire ensemble. Je vous les décris et puis après, on le fera. Et puis là-dedans, vous pourrez choisir ce qui vous parle ou le processus en entier. Où l'idée, c'est d'avoir un truc pour vous, de faire régulièrement ça. Quand je dis ça, c'est vraiment mettre en place. Ça peut être, au début, ça peut être 3 minutes ou 5 minutes, mais systématiquement faire quelque chose comme ça tous les jours, jusqu'à ce que ça prenne un peu plus d'ampleur et jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus, mettons, à 20% présent là. Et puis à un moment donné, ça va augmenter, ça va augmenter. Et puis à un moment donné, vous serez presque en permanence présent, y compris dans des situations un peu difficiles où là, vous allez observer ce qui se passe, mais il y a une partie de vous qui est lucide, qui est là, qui n'est pas pris, qui n'est pas identifié à la situation. Alors, première chose assez simple qu'on va faire, c'est on va respirer par le ventre. Je vous l'ai décrit, il y en a 4 ou 5 qu'on va faire. Respiration par le ventre. Pourquoi le ventre? Vous savez que dans la respiration, il y a 2, 3 façons
respiration sous 3 niveaux. Respiration sous-claviculaire, mais là, c'est pas grand-chose. Respiration cage thoracique, là, c'est une respiration de tension, de combat, de stress. Et puis la respiration par le ventre, qui est la respiration du bébé et qui est la respiration qui détend. Et donc là, on fera quelques respirations par le ventre. Donc des fois, il faut y penser, il faut se réentraîner, tellement on est habitué à respirer par la cage thoracique. Donc, inspiration, on va inspirer un peu plus que d'habitude. Expiration, on va rester un peu plus, un tout petit peu plus que d'habitude, les poumons pleins. Expiration, un peu plus que d'habitude. Et poumon vide, un tout petit peu plus que d'habitude. On va faire ça quelques fois. Juste ça. Quand vous faites ça, votre attention est portée sur la respiration. La respiration, c'est quelque chose qu'on a toujours avec nous, qui ne nous coûte rien. Et une bonne façon de cultiver la présence, c'est justement d'être attentif à cette respiration. Et en plus, elle est très liée à vos émotions. Donc, quand vous respirez comme ça, vous allez calmer le jeu, les peurs vont diminuer si vous en avez. Le deuxième exercice qu'on appliquera après, c'est justement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est l'encre. C'est-à-dire, votre petit geste, vous retrouvez dans la situation où vous étiez souvenir agréable et vous allez goûter cette situation agréable. Ensuite, on va appliquer quelque chose qui vient de la cohérence cardiaque. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller regarder ça. Il y a plein d'études qui sont faites là-dedans et des exercices intéressants. Nous, on va juste faire la chose suivante. Au moment de l'inspiration, vous imaginerez que votre cœur se dilate et au moment de l'expiration, il se contracte. Simplement, un mouvement comme ça. Corps, dilatation, contraction. Et ensuite, on va développer l'attention. Vous savez peut-être qu'on ne peut pas porter son attention sur deux choses à la fois. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui est en train de disjoncter, par exemple, ça peut arriver, hein, et si vous lui dites, tiens, tu touches le dessus de ta main, là, tu sens le dessus de sa main, comment ça te fait, là, le dessus de ta main. S'il fait ça, pof, il arrête de partir dans des trucs complètement fous, parce que s'il est là-dessus, il n'est pas ailleurs. Et donc, quand vous portez votre attention, à un moment donné dans la vie, c'est être attentif à quoi vous portez votre attention. Par exemple, si vous portez votre attention en ce moment sur le défilement des morts annoncés tous les jours, vous allez, donc, c'est pas neutre, ça va jouer sur vous, ça va jouer sur vous. Évitez ce genre de choses. Surtout si on vous donne ça sans idée de comparaison. Donc là, pour développer l'attention, on va d'abord la porter sur les sons. À la fois les sons intérieurs, peut-être vous pouvez entendre votre cœur qui bat, votre respiration, et puis les sons extérieurs. Moi, j'entends des oiseaux ici, je ne sais pas si vous les entendez non plus. Non, voilà. Simplement, l'attention est sur les sons, rien d'autre que les sons. Et quand vous faites ça, vous pouvez des fois observer que, tiens, vous êtes en train de penser à quelque chose. Hop, vous revenez sur les sons. Ensuite, on va porter votre attention sur les différentes parties de votre corps, en commençant par vos pieds et le contact avec le sol. Vous sentirez vos pieds et puis progressivement, à votre rythme, vous allez remonter progressivement vos mollets, vos genoux, les cuisses, etc., jusqu'au sommet de votre corps. À savoir que quand vous portez votre attention comme ça sur votre corps, vous portez de l'attention aux cellules et le corps aime ça. Quelque part, vous le nourrissez. Vous travaillez pour être en bonne énergie, en bonne santé, en portant votre attention comme ça sur le corps. Ensuite, vous porterez votre attention sur ce qu'il y a de plus abstrait, c'est-à-dire les pensées. Et pour faire ça, ce qui peut vous aider, c'est d'imaginer un ciel bleu et au milieu de ce ciel bleu, il y a des nuages qui passent. Le ciel bleu, ça peut être une bonne représentation, une bonne métaphore de votre attention, de votre conscience. Et les nuages, ce sont des pensées qui arrivent. Quand vous faites cet exercice-là, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à vous rendre compte que vous n'êtes pas vos pensées. Elles arrivent et elles passent. Donc, vous commencez à vous désidentifier de vos pensées. Et ça veut dire qu'avec ça, progressivement, vous allez retrouver votre capacité de choix. Il y a une pensée qui arrive, vous voyez si vous la nourrissez, si ça vaut le coup de le faire, pas dans l'exercice, mais dans la vie de tous les jours. Tiens, oui, c'est intéressant, ou bien c'est une pensée complètement con, non, ça m'amène dans des trucs, j'arrête, je ne vais pas la nourrir. Donc, observez simplement vos pensées. Et on va voir qu'en faisant ça, progressivement, vous avez un état de détente, de bien-être qui s'installe. Voilà. Alors, avant qu'on ne s'amuse
à faire dans la foulée ces différentes phases-là? Est-ce que certains ont besoin de quelque chose pour pouvoir les faire? Bon, alors, on y va. Je vous invite donc à fermer les yeux et dans un premier temps, simplement observer votre respiration par le ventre, l'air qui rentre et qui sort de votre ventre. Et maintenant, vous pouvez poser votre encre et retrouver votre souvenir agréable. Maintenant, vous visualisez votre cœur qui se dilate à l'inspiration et qui se contracte à l'expiration. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur les sons, tant intérieurs qu'extérieurs. Maintenant, vous portez votre attention sur les différentes parties de votre corps, en commençant par vos pieds, et leur contact avec le sol. Maintenant, vous portez votre attention sur vos pensées, et peut-être pour certains ou certaines, sur l'espace entre deux pensées. Et peut-être vous pouvez observer comme la sensation de détente, de bien-être s'affirme. Et je vous invite progressivement à revenir dans la salle. À vous de choisir parmi cette série d'exercices possibles ce qui vous convient, ce qui vous parle. Vous savez, quand vous regardez des gens qui jouent du piano, des danseurs, des gens qui réussissent quelque part, forcément, ils pratiquent régulièrement. Eh bien, dans cette souci de vouloir se libérer des peurs qu'on a accumulées, il y a besoin de pratiquer. Pour développer la présence, qui est simplement là et pas partie dans sa tête, il y a besoin de s'entraîner. Parce que la vie nous ramène assez facilement dans des trucs extérieurs.
Et la situation actuelle a ça d'intéressant, c'est qu'elle nous sort de nos mécanismes habituels. Elle peut nous montrer, mais vraiment de façon très claire, comment on fait habituellement pour fuir. Parce que là, pour beaucoup, certains ne peuvent pas fuir, en tout cas physiquement. Et donc, c'est une excellente occasion pour en profiter pour faire un travail d'épuration. Et voilà. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet questions-réponses ou alors sur l'onglet de conversation et on vous répondra. Alors, il y a une question de Liline qui nous demande si toutes ces pratiques viennent de la PNL. Non. Je suis maître praticien PNL, mais c'est une des choses que j'ai travaillé. Mais dans tout ce que je diffuse, c'est en fait résultat d'un travail. J'ai d'abord commencé, moi, ce qui m'avait interpellé, c'est l'analyse transactionnelle à l'époque. C'était ça qui était diffusé. Et puis aussi la psychologie humaniste. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis la pleine conscience, enfin, Cartol. Et donc, dans toutes ces techniques, je regarde ce qui est le plus opérationnel, ce qui peut correspondre le mieux, ce qui me parle évidemment à moi, et comment je peux faire pour qu'elle soit transmise à ceux qui sont prêts, quoi. Donc, la PNL, on l'utilise beaucoup dans le stage. Ici, peut-être, je pense, je ressens, j'agis. Ça, on peut lier ça à la PNL, le centre ici. La notion dans la PNL, la notion ici de périphérie de personnalité, c'est plutôt la notion de cadre de référence. Et là, dans le stage en particulier, on voit les différents niveaux du cadre de référence, hein, et comment l'un a un impact sur l'autre, les croyances, les valeurs, les stratégies, les comportements, les circonstances, enfin l'environnement. Et on travaille avec ça. L'ancrage, oui, l'ancrage a été particulièrement développé, même si c'était fait dans d'autres, en PNL. Voilà pour répondre à ta question. Ensuite, on a aussi une question d'Emna qui nous demande si le bâillement est signe de détente. Oui, ça peut être, soit on s'ennuie, soit effectivement c'est une bonne chose le bâillement, parce que le corps il se détend. Oui. N'hésitez pas à bâiller, effectivement. De même, quand vous commencez à faire des exercices de respiration, vous pouvez vous amuser, pour ceux qui font un peu de méditation, vous amuser à installer un sourire sur votre lèvre, parce que ça joue. Le fait d'avoir un sourire, on se rend compte que des mécanismes extérieurs ont un impact sur l'intérieur. Donc, sourire, ou des fois, un crayon comme ça ne va pas donner la même chose que tu le tiens comme ça. Il y a des tests comme ça pour montrer que ça a un impact, on dirait. C'est des choses amusantes. Ok. Pour terminer, je vais vous indiquer, peut-être certains le connaissent, mais je le trouve assez opérationnel. C'est un petit bouquin en livre de poche qui est écrit par un Canadien, Serge Marquis, il doit être médecin psychiatre, mais il a plein d'humour. Et ça s'appelle, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, je vais peut-être... Alors, les aventures illustrées de Pansouillard le hamster. Voilà, ça coûte